Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Hélène de Saugère, directrice digitale, marketing client et communication chez Petit Bateau. Petit Bateau existe depuis 1893 et comme le dit mon invité, c'est une grand-mère sur un skateboard. En fait, c'est une marque historique, mais qui doit aussi s'inscrire dans son époque et faire face aux enjeux sociaux et environnementaux de l'industrie textile. Alors, comment Petit Bateau réussit ce pari ? Avec Hélène, nous avons parlé de la mission de l'entreprise, du Made in France, de transmission des savoir-faire, d'être capable de mesurer l'empreinte carbone de tous ses fournisseurs, de mesurer la durabilité des vêtements et de réduire les quantités produites. Merci infiniment à Petit Bateau de soutenir Nouveau Modèle et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de me recevoir dans les locaux de Petit Bateau. Alors Petit Bateau, c'est une marque qui existe depuis 1893, donc il y a déjà un beau passif derrière elle. Alors je dis aujourd'hui, mais bon, ça fait quelques années que la marque prend un virage responsable. Vous avez un programme RSE qui s'appelle Changer demain. Alors quand on est une marque pour enfants, quels devoirs on a un peu envers les nouvelles générations et envers la planète qu'on va leur laisser ? Alors effectivement, on a beaucoup de responsabilités quand on est une marque pour enfants. Et c'est vraiment l'objet de ce nouveau programme Changer demain. Et aujourd'hui, ça prend la forme d'un programme RSE, mais finalement, dans l'ADN Petit Bateau, ça a toujours été là. La durabilité des produits, ça a toujours été l'obsession de la marque. Et si on remonte, par exemple, il y a plus de 100 ans, dans les réclames qu'on faisait à l'époque. Donc à l'époque, on avait une petite égérie qui s'appelait Marinette, que vous connaissez peut-être, qui était dessinée. Et Marinette, déjà à l'époque, dans les réclames, elle disait qualité égale économie ou investissez dans la qualité. Donc il y avait déjà cette notion de longévité du vêtement, de comment on fait durer la vie du vêtement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça prend un peu une nouvelle teinte. Cette qualité égale économie, bien sûr, elle est toujours là, mais elle devient un peu aujourd'hui qualité égale écologie, parce qu'on se rend compte que finalement, des vêtements qui durent plus longtemps, c'est aussi une très bonne façon de réduire leur impact environnemental. Bien sûr. Okay. Donc, effectivement, c'est ce qu'on veut faire chez Petit Bateau et notamment parce que souvent, on parle beaucoup des matières éco-responsables quand on parle d'éco-responsabilité des marques. Donc, c'est très important. Mais ce qui pollue énormément, c'est tout le cycle de vie du produit. Depuis le coton qu'on plante jusqu'à après le fil, le tricotage, la confection, la distribution, etc. Donc même si on fait demain un vêtement avec des matières éco-responsables, si ce vêtement il est jeté au bout de 6 mois, on doit recommencer toute la chaîne et c'est ça qui a un impact environnemental très très fort. On a pu le mesurer, ça. Aujourd'hui, on sait que si on allonge la durée de vie d'un vêtement de 30%, on arrive à réduire son impact environnemental de 23%. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se focaliser, mettre nos efforts pour vraiment passer d'une mode jetable à une mode durable. Okay. Et c'est pour ça que le service de seconde main qu'on a lancé, je ne sais pas si vous avez vu en mai, c'est vraiment ça la vocation, c'est de se dire comment on aide les consommateurs à donner plusieurs vies à leurs vêtements, à allonger la durée de celui-ci pour réduire leur impact environnemental. Mais bien sûr, on n'a pas pris des engagements que sur cette partie-là, parce qu'on veut que tout le cycle du produit soit plus vertueux. Donc, on a pris des engagements aussi sur nos réductions d'émissions carbone. On a pris des engagements sur les économies d'eau. On sait que pour le textile, c'est un vrai sujet. Et enfin, surtout, la suppression du plastique également, qui est vraiment un fléau. Et là, pour le coup, dans mon périmètre, on va dire qu'on a pu prendre des actions concrètes cette année, car par exemple, sur la partie e-commerce, on a réussi à supprimer
toutes nos enveloppes plastiques e-commerce qu'on avait. Et c'est là que c'est génial parce qu'on a du coup supprimé 500 000 enveloppes plastiques. Et c'est là qu'on voit que... 500 000, c'était sur un an? Sur un an, ouais, voilà. okay. Donc chaque année, du coup, on n'aura plus de plastique. Bon, déjà, il y en a plus dans les colis, mais il y a plus d'enveloppes non plus qui sont envoyées chez les consommateurs. Et c'est là qu'on voit que c'est important l'engagement des entreprises parce que tout de suite, ça prend une dimension importante. Surtout quand on est une marque comme Petit Bateau, qui est quand même... moi, je me souviens, ma maman m'habillait en Petit Bateau. Enfin, je veux dire, ça se transmet de génération en génération. Donc, c'est ça, et c'est tout de suite des volumes beaucoup plus importants. Donc, même si nous, vous, moi, on fait des efforts au quotidien et on essaye d'être plus vertueux et de faire des efforts pour la planète, quand une marque prend une décision et veut s'engager, tout de suite, ça a des conséquences beaucoup plus importantes. Donc, je pense que pour moi, ça va être vraiment ça l'avenir, c'est que les entreprises fassent vraiment ce virage-là, prennent ce virage-là, s'engagent parce que l'impact, il est tout de suite très important. On parle souvent aux citoyens. Malheureusement, on a tendance à beaucoup nous culpabiliser, nous les uns les autres. Mais en vérité, c'est le boulot, il doit être fait au niveau des entreprises, des industries, parce que c'est là qu'on aura un véritable impact. C'est vrai. Ça, je partage complètement cette analyse. On est plutôt d'accord. Donc, on va essayer de détailler un petit peu tout ça, tout ce que vous venez de dire. L'un des piliers aussi de cette démarche RSE, c'est reconnecter les enfants avec la nature. Et d'ailleurs, Petit Bateau est une entreprise à mission dont la raison d'être est de reconnecter ces communautés à la nature. Donc c'est une jolie mission, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, reconnecter les enfants, ces communautés à la nature ? C'est une très bonne question. Alors, reconnecter les enfants à la nature, il y a plusieurs dimensions en fait dans cette mission. La première, c'est déjà pour les enfants eux-mêmes, c'est-à-dire reconnecter les enfants à la nature pour ce que ça va leur apporter. En fait, jouer dehors, c'est le jeu libre, c'est s'inventer ses propres règles, c'est imaginer, c'est essayer. Et du coup, tout ça, c'est se créer vraiment une confiance en soi plus forte. Et c'est ça qui va faire que demain, ça va devenir aussi des adultes épanouis, des citoyens engagés. Et c'est un peu cette deuxième dimension, c'est que finalement, tous, naturellement, on a envie de protéger ce qu'on aime. Et en fait, si nos enfants ne sont pas mis en contact avec la nature, eh bien, ils ne peuvent pas apprendre à la connaître et à l'aimer. Et demain, ils n'auront pas forcément envie de la protéger. Donc, le fait de les mettre en contact avec la nature, c'est ça aussi, c'est créer ce lien qui va faire que demain, ils auront envie de s'engager pour protéger la nature parce que pour eux, c'est quelque chose qui compte. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est des belles intentions. Mais concrètement, comment on le fait ? Concrètement, comment on fait ? Donc, on s'est dit, OK, comment on fait ça ? Parce que c'est pas évident, justement, d'atterrir sur des actions concrètes pour rendre ça possible. Donc, on a rencontré Water Family, peut-être que vous connaissez. C'est une association, en fait, qui mène déjà des actions de sensibilisation auprès des enfants, dans les écoles, notamment, sur tout ce qui est biodiversité, préservation de l'eau et de la nature. Et du coup, on travaille avec eux pour amplifier leur action. Alors, eux nous disent qu'un enfant sensibilisé, c'est 7 adultes qui le sont. Finalement, un enfant qui a compris un message porte énormément autour de lui ce message, et on le voit pour ceux qui ont des enfants, finalement c'est eux qui nous poussent à changer nos comportements, à nous dire mais ça c'est pas bien, on peut plus. Moi j'ai des discussions incroyables avec mon fils dans les rayons de supermarché sur les emballages plastiques en se disant bon qu'est-ce qu'on fait, là il y a du sucre, là il y a du plastique, lequel on prend. Voilà, donc ça c'est vraiment comme ça que ça change, et du coup on voudrait avec eux leur permettre d'amplifier leur action. Idéalement, alors on est en train d'essayer de quantifier comment on pourrait, jusqu'où on pourrait aller, mais on aimerait bien possiblement sensibiliser 100 000 enfants d'ici fin 2022. Okay. Et pour faire ça, bien sûr, il faut des gens. Et on pense que nos collaborateurs sont sûrement très bien placés pour participer à cette entreprise. Donc on va les former à la biodiversité avec Water Family, puisqu'ils font aussi des formations pour les entreprises. Donc, on va les former pour que ceux qui le souhaitent, bien sûr, c'est sur la base du volontariat, puissent aller aussi dans les écoles, sensibiliser les enfants partout en France où ils se trouvent. Ok, c'est hyper intéressant. C'est chouette comme démarche. On va parler aussi un petit peu de matière, de confection, des usines. Récemment, le site We Dress Fair évaluait la démarche globale de Petit Bateau. Alors, We Dress Fair, c'est un site qui revend des marques éthiques et qui évalue certaines marques à la demande de leur communauté. Donc, Petit Bateau a été voté et les gens ont voulu en savoir un peu plus.
Alors, selon We Dress Fair, d'un point de vue environnemental, la marque est engagée dans une démarche éco-responsable globale. Mais sur les matières utilisées, la majorité des matières, 70%, est encore considérée comme ayant un fort impact environnemental avec l'utilisation du coton conventionnel. Donc, je me demandais où est-ce que vous en êtes dans la réflexion de l'utilisation de vos matières premières. Quelles sont un peu les prochaines étapes, voilà, pour en savoir un peu plus. Alors, c'est effectivement un objectif qu'on a. Notre objectif, c'est clairement d'avoir 100% de matières éco-responsables, notamment du coton bio GOTS. Voilà. Donc, des matières éco-responsables certifiées à 2025. Donc, avec des labels à l'appui, voilà, pour pas que chacun mette son petit label et dise que ça, c'est éco-responsable. Donc, voilà, on veut vraiment des matières certifiées à 2025. Aujourd'hui, on a 30% de nos produits qui sont déjà en coton bio GOTS. Et en fait, pour tout vous dire, si on pouvait être à 100%, on serait déjà à 100%. C'est qu'on n'y arrive pas. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est pas facile de devenir une marque responsable. C'est un chemin semé d'embûches. Donc, pourquoi on n'y arrive pas ? Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'approvisionner suffisamment. Alors, c'est pas une question de prix, parce qu'on est prêt à mettre le prix, parce que pour nous, la qualité, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais il n'y a pas suffisamment de coton bio GOTS qui répond aussi aux standards de qualité petit bateau. Parce que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est pour nous, la qualité, c'est au cœur. On veut que nos produits durent. Donc, il est hors de question de sacrifier la qualité au profit du coton bio. On va pas aller acheter du coton bio et finalement un t-shirt qui va boulocher au bout de 3 mois, ça c'est pas possible pour petit bateau. On veut que nos produits durent minimum 5 vies, résistent à au moins 125 lavages. Pour des vêtements pour enfants, ouais, c'est voilà. faut être sacrément résistant. C'est ça. Donc du coup, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver ce coton bio de qualité, bien sûr, qui est cultivé aussi dans des pays où les conditions sociales sont acceptables, où il n'y a pas de travail forcé, pas de travail d'enfant, etc. Donc, on cherche. On sait que les conversions au bio sont longues pour les agriculteurs, qu'elles sont difficiles. Donc, on est confiant sur cet objectif. On espère qu'on y arrivera avant 2025. On fait tout pour y arriver plus tôt, parce qu'en fait, c'est vraiment qu'une question d'approvisionnement. Mais voilà, du coup, finalement, entre la volonté et la capacité à faire réellement dans la vraie vie, des fois, il y a un écart assez important. Oui, c'est vrai qu'on oublie que le coton bio certifié, c'est un infime pourcentage encore aujourd'hui de la culture. C'est tout petit. Et d'ailleurs, ça pose question quand on voit tous ces rayons de bio dans les magasins. Et d'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote qui est assez surprenante. Quand on a vraiment voulu faire la première collection bio chez Petit Bateau, on a acheté du fil, du coup, de coton bio, GOTS, avec le certificat, on avait tout ce qu'il fallait. On a commencé à tricoter ce fil pour préparer toute la collection. Et bon, comme on est Petit Bateau, on va être sûr de nous. Donc, on a envoyé les fils à faire des tests ADN en laboratoire. Au bout de 3 semaines, les tests reviennent. Ça nous disait qu'il y avait de l'OGM dans le fil, soi-disant, qui était bio GOTS. Okay. Et là, c'est hyper déprimant parce qu'on se dit avec comment le certificat. Ouais. Donc là, on se dit bon, on s'est trompé, on refait les tests, on renvoie les tests au laboratoire. Ça revient 3 semaines plus tard. Effectivement, c'était pas vraiment du coton bio. Donc bien sûr, on est Petit Bateau. Nous, on a tout arrêté, on n'a rien mis sur le marché, etc. C'était une mini catastrophe, l'échelle de la marque. J'imagine, ouais. Mais du coup, ça pose question sur la qualité, parce que je pense pas que toutes les marques font des tests ADN. Non, sur leur, puis il faut l'argent, il faut le temps, les équipes pour faire tout ça. Ouais. Ça pose la question sur la qualité réelle de tous les produits en coton bio qu'on voit émerger dans tous les magasins, surtout au regard du pourcentage finalement de la production mondiale que ça représente aujourd'hui. C'est vrai. Ça représente un tout petit pourcentage, et comme il y en a de plus en plus, on se demande parfois comment est distribué le label, quoi. D'accord, c'est hyper intéressant, un peu flippant, mais hyper intéressant comme anecdote. Je vais citer aussi une autre application, c'est Clear Fashion, que vous connaissez sans doute, qui est une application qui évalue la démarche de beaucoup de marques. Donc je suis allée voir la note, c'est un peu comme le Yuka, pour la nourriture. Et Petit Bateau est noté 63 sur 100 pour l'environnement et 63 sur 100 pour l'aspect humain-social. Qu'est-ce que vous pensez de ces notes ? Comment vous les évaluez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà,
Nous, notre position par rapport à ces applications, on trouve que c'est hyper important. Donc, on travaille avec Clear Fashion depuis très longtemps. Même avant qu'ils lancent l'application, on était en échange avec eux parce qu'on trouve que c'est déjà pour nous une super façon de nous positionner dans notre industrie, d'objectiver un certain nombre de choses et puis de transmettre aussi des informations aux clients et consommateurs qui le recherchent. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai vu la note la première fois, j'étais super déçue. J'ai été super déçue parce que je me suis dit ça reflète pas du tout la dynamique interne, tous les projets RSE qu'on engage, etc. Donc je me suis dit waouh, bon. Voilà, on aurait voulu avoir mieux, mais finalement, ça reflète bien notre situation actuelle. C'est-à-dire, c'est à l'instant T de toute façon. C'est pas, on a un bon socle, on a des bonnes bases, mais il y a du chemin à parcourir. Et c'est super qu'on nous montre la voie et qu'on se dise, OK, sur quoi ça objective un certain nombre de choses et ça nous montre qu'il y a encore plein de choses à mettre en place. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en cours et qui sont déjà initiés, mais dont on n'a pas encore les actions concrètes. Et du coup, Clear Fashion, on échange beaucoup avec eux parce que c'est une façon de toujours se challenger et d'aller plus loin. Bien sûr. Ils viennent de lancer une nouvelle fonctionnalité que nous, on trouve géniale, qui est, ils demandent des feedbacks aux clients sur la durabilité, justement, des vêtements et sur la qualité après usage. Et pour nous, ça, c'est une mine d'or d'informations parce que souvent, en fait, on a des retours post-achat. Les gens, on donne des avis produits sur ce qu'ils viennent d'acheter, mais après, on a très peu de retours 1 an après, 2 ans après, 3 ans après. Du coup, ça, ces informations-là, pour nous, elles sont hyper importantes et ça va servir notre service qualité, enfin, alimenter notre service qualité pour qu'ils puissent comme ça avoir des infos concrètes pour améliorer en permanence, saison après saison, les collections. Bien sûr. Et en plus, quand on est en transition, c'est pas forcément évident. On peut pas s'attaquer à tout en même temps. Donc, il y a certaines choses qui vont prendre un peu plus de temps. Mais oui, j'imagine que c'est intéressant aussi de mesurer la progression au fur et à mesure, quoi, de voir la note augmenter, on va dire. C'est ça. Donc là, on a parlé des matières, un peu de l'aspect environnemental. On va parler de l'aspect social aussi, qui est quand même un gros volet dans la mode dite éco-responsable. Donc vous écrivez sur votre site, d'ici 2023, nous indiquerons sur nos fiches produits l'ensemble des lieux où les différentes étapes de fabrication du vêtement ont été effectuées. 2023, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans la réalisation de cet objectif ? Alors, c'est un sujet super complexe, ce sujet-là. Alors, on est tous alignés sur l'intention. L'intention de la transparence, elle est claire, elle est partagée, là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est comment on le fait. Donc, il y a plusieurs choses. En fait, c'est un peu au croisement de plein d'injonctions, parfois contradictoires d'ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que le client veut savoir ? Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ? Parce qu'on a énormément d'informations, mais qu'est-ce qu'il veut vraiment savoir ? Qu'est-ce qu'on va devoir dire d'un point de vue légal ? Il y a toutes les, en ce moment, les normes d'affichage environnemental sur lesquelles travaille à la fois la France d'un côté, l'Europe de l'autre. Bien sûr, ce sont pas les mêmes. Évidemment. Sinon, ça serait trop simple. Donc, c'est compliqué. Et après, une fois qu'on s'est dit ça, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'industrialiser? Comment on arrive à faire remonter cette donnée pour qu'elle soit accessible aux clients de façon simple, on-site et dans nos magasins? Parce que là, derrière les systèmes d'infos, c'est toute une histoire. Donc, du coup, on a commencé à initier des premiers tests en interne. Notamment, alors on s'est basé sur la norme française de l'affichage environnemental parce que c'était la plus aboutie à date, plus aboutie que l'européenne. Donc, on est parti sur ça et on s'est dit, OK, on prend 25 références et on essaye déjà de voir comment on se mesure, faire des analyses de cycle de vie. Et donc là, on va avoir bientôt les notes, donc je les attends avec impatience pour voir comment on se situe là-dessus. Et parallèlement à ça, on mène aussi un autre test avec une start-up pour se dire comment on met à disposition ces données, comment on les fait remonter et comment on les met en forme, comment elles sont accessibles, notamment via des QR codes qui pourraient être en ligne et sur les produits, sur les étiquettes en magasin. Donc, on a fait des premiers drafts, on va dire, de à quoi ça pourrait ressembler, quel type d'informations on pourrait donner à nos clients. Bien sûr, parce que c'est vrai que quand on a le nom de l'usine, finalement, on n'a pas beaucoup d'informations, quoi. C'est-à-dire savoir le lieu, nous, en tant que client, ça me dit pas grand-chose de ce qui se passe dans l'usine, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, comment arriver à donner des informations qui font vraiment du sens, qui amènent, une valeur ajoutée, en fait, au client et pas le laisser avec des informations très techniques, mais dont il ne saura pas quoi faire. Bien sûr, et
je me demandais aussi, parce que c'est vrai que vous avez, vous le dites sur votre site, 38% des matières de vos collections sont tricotées dans votre usine de Troyes. Et je me demandais pourquoi seulement 38%? Pourquoi pas plus? Alors déjà, ce qui est important d'expliquer, peut-être à vos auditeurs, c'est que déjà, nous, on est fabricants. Donc c'est très rare dans l'univers du textile. En fait, la plupart des marques achètent des matières déjà faites à des fournisseurs. Donc nous, c'est pas notre cas. Nous, on achète du fil. On achète, comme tout à l'heure, mon histoire avec le fil. On achète du fil de coton que nous tricotons nous-mêmes pour réaliser justement la maille, qui est la matière emblématique de Petit Bateau. Donc on est très en amont dans la chaîne et on est vraiment fabricant, ce qui est très rare, mais ce qui nous permet aussi de garantir la qualité Petit Bateau qu'on connaît. Donc on est très fiers de ça. Et aujourd'hui, effectivement, on tricote notre maille à la fois à Troyes et à la fois à Marrakech, puisque finalement, dans les années, on va dire, en fait, on a créé notre usine à Marrakech en 1989, donc vous voyez, ça remonte, c'était il y a longtemps. Si on se remet dans le contexte de l'époque, malheureusement, les usines françaises de textile fermaient les unes après les autres. C'était un peu l'apparition de la fast fashion qui arrivait à coups de prix cassés, et les consommateurs commençaient à se dire que finalement investir, beaucoup dans un vêtement, ils avaient peut-être d'autres choses à acheter. Donc, progressivement, on voyait les budgets consacrés aux vêtements diminuer d'année en année. Et autour de nous, parce que Troyes était vraiment un bassin du textile français, les entreprises fermaient les unes après les autres. Or, nous, et d'ailleurs c'est une des missions du groupe Rocher, on y reviendra peut-être, mais de maintenir les emplois en France, ça a toujours été au cœur de la mission du groupe. France après. Ouais. Donc, il fallait qu'on maintienne ces emplois en France, et la seule façon d'y arriver, c'était de se créer également une usine ailleurs, donc pas loin, donc au Maroc, puisque ça reste la zone Euromed et qu'à l'époque, nos marchés principaux, c'était l'Europe. Donc, ça faisait du sens aussi d'un point de vue géographique. Et on a ouvert, du coup, notre usine là-bas avec exactement les mêmes savoir-faire, exactement les mêmes niveaux de contrôle qualité, les mêmes exigences. Rien n'était différent. Et grâce à ça, sauf les coûts de la main-d'œuvre. Voilà, bien sûr. Donc, ce qui permettait de rester accessible, d'avoir des produits qui restaient accessibles, parce que la qualité Petit Bateau, on veut pas qu'elle soit élitiste, on veut pas qu'elle soit juste pour une poignée de gens fortunés, on veut que ça soit accessible au plus grand nombre. Comme ça, Petit Bateau, ça a toujours été une marque à la fois premium et à la fois populaire. C'est vrai. Tout le monde portait du Petit Bateau. Donc, on veut garder ça, c'est très important pour nous. Et du coup, pour équilibrer effectivement nos coûts et maintenir nos emplois en France, on a fait ce choix qui date maintenant, et ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui on est toujours le premier employeur textile français. Donc on ne le dit pas du tout, mais en fait nos ateliers, effectivement, on est la plus grosse usine aujourd'hui textile en France, et on a pu maintenir ça parce qu'on a trouvé d'autres solutions pour équilibrer effectivement nos coûts de revient. Bien sûr. Ouais, c'est toujours un équilibre qui est hyper complexe dans l'industrie textile. C'est comment proposer des produits qui répondent à des normes sociales, environnementales, tout en étant accessibles. Enfin, c'est, je trouve, une grosse problématique, quoi. Et justement, on va enchaîner avec le Made in France, puisque ça fait sens. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette, parce que ça revient vachement sur le devant de la scène. Il y a beaucoup d'entreprises qui se battent pour une relocalisation en France. Comment vous voyez un petit peu ce nouveau mouvement alors le Made in France, effectivement, là c'est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui. Alors nous, on l'a jamais abandonné, justement, ce Made in France. Et en fait, on a quelque chose d'unique, c'est qu'on a réussi à maintenir toutes les étapes de la chaîne de production en France, ce qui est très rare, c'est-à-dire depuis le tricotage, l'ennoblissement, la confection, la distribution, tout est réalisé à Troyes, ce qui est très rare. Il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui font venir leur tissu d'ailleurs et puis confectionnent seulement en France, parce que c'est ça qui définit l'étiquette Made in France. Bien sûr. Nous, on s'est jamais battu sur cette étiquette Made in France parce que ça fait pas forcément de sens pour nous. Ce qui nous intéressait, c'était de garder notre usine historique, nos savoir-faire, etc. Ok, maintenant qu'on s'est dit ça, moi je pense que le Made in France de demain, ça peut pas être le Made in France d'il y a 20 ans. Et il faut réfléchir différemment. Et du coup, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de se dire comment la France trouve sa place dans ce nouveau monde textile, quelle valeur ajoutée elle apporte
et comment elle devient une industrie de pointe. Et c'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut qu'on travaille. Donc, par exemple, on vient cette semaine a été inaugurée une nouvelle machine dans laquelle on a investi, qui est une impression numérique. Et cette machine, elle est énorme déjà, c'est rigolo parce qu'on avait peur qu'elle passe pas par la porte de l'usine. Voilà, elle est passée à quelques centimètres près, voilà, tout va bien. Cette machine, elle permet, elle va nous permettre d'imprimer beaucoup plus facilement, de réaliser beaucoup plus facilement tous nos imprimés. Elle va nous permettre du coup d'éviter des transports parce qu'aujourd'hui on envoyait nos matières se faire imprimer chez des imprimeurs et du coup il y avait des échanges. Donc là on est vraiment en circuit court, tout est fait dans l'usine et on devient autonome dans notre façon de faire des imprimés. On arrête alors je ne sais pas si vous savez comment on fait des imprimés, mais en fait on crée des cylindres en nickel. Donc chaque cylindre pour une couleur. Donc à chaque fois tous ces cylindres étaient des déchets liés à l'impression. Donc cette machine, il n'y a plus besoin de cylindres, tout est fait sur ordinateur. Donc ça, il n'y en a plus. Et puis, il y a beaucoup moins de déchets. On va diviser par 2 nos déchets parce que on produit juste la quantité qu'il faut. On peut vraiment, il n'y a pas de lot. Avant, on était obligé de... voilà. Là, on peut vraiment produire la quantité qu'il nous faut. Et cerise sur le gâteau pour nous, parce que maintenant, tout ce qu'on fait, on le passe c'est RSE by design, hein, comme on dit. On essaye de réfléchir vraiment en quoi ça va être vertueux. Elle va nous faire économiser 1/3 d'eau sur toute la partie imprimée et moitié moins d'électricité. Donc voilà, typiquement, ça c'est l'exemple pour moi. Enfin, je vous donne cet exemple-là pour faire sens. C'est comment on se dote d'outils qui vont vraiment dans le bon sens, notamment d'un point de vue RSE, pour faire de la France vraiment une industrie textile de pointe et pas l'industrie textile qu'on pouvait avoir il y a 30 ans. On travaille notamment aussi avec une start-up sur tout ce qui est production à la demande. Donc ça, c'est pareil, très intéressant, qui nous permettrait de produire vraiment en flux tendu. Donc là, effectivement, c'est ça. Pour moi, le Made in France de demain, c'est être inventif, être à la pointe et apporter une vraie valeur ajoutée à l'industrie textile via des investissements. Alors, on a la chance d'être aidé aussi par le gouvernement qui subventionne tous ces investissements. Donc, on est vraiment, nous, investis pour développer cette industrie de demain. Non, mais c'est intéressant. Et c'est intéressant que vous parliez aussi des économies d'énergie, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet dans l'industrie textile. On se rend compte qu'il y a un gros impact, enfin, l'un des plus gros impacts du vêtement, c'est la confection et l'utilisation de machines. Et dans certains pays, par exemple en Asie, où c'est des énergies fossiles, et ben du coup, ça pollue beaucoup plus qu'en France, où on utilise de l'énergie plus verte. Vous seriez pour une relocalisation complète en France ou en Europe de toute l'industrie textile? Certaines personnes militent pour ça, et moi je suis toujours dans cet entre-deux à me dire, et d'un point de vue social, on fait comment quand beaucoup de personnes travaillent aussi en Asie, on laisse tomber. Enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve, un équilibre qui est toujours compliqué. Vous avez votre usine aussi à Marrakech, donc comment au Maroc, comment on fait? Alors, l'important pour moi, c'est vraiment d'être dans des usines de confiance, soit ses propres usines, soit des partenaires avec lesquels on travaille depuis très longtemps. Nous, la plupart de nos partenaires, on travaille depuis plus de 15 ans avec eux, donc c'est pas des usines, on saute d'une usine à l'autre. Il y a beaucoup de marques, notamment dans la fast fashion, qui passent comme ça d'un fournisseur à l'autre, qui font jouer les prix, etc. Nous, on n'est pas du tout dans cette construction-là. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité, vous l'aurez compris. Donc, on peut pas aller de toute façon n'importe où. On est obligé d'avoir des partenaires qui sont triés sur le volet, ils sont rares, qui sont capables de faire le niveau de qualité que nous, on exige, et aussi dans des très bonnes conditions sociales. Donc ça, c'est hyper important de savoir que les gens sont correctement payés, qu'ils sont assistés, qu'ils ont des soins médicaux sur le lieu de travail, etc. Enfin, tout ça, on le prend en compte aussi, peu importe où on travaille. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que on va choisir une usine ou pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des usines dans le monde qui aujourd'hui sont bien plus avancées qu'en France. Il y a des gens qui font des trucs incroyables. Notamment, j'ai en tête une usine avec laquelle on travaille au Sri Lanka. Ils sont à la pointe de tout, et notamment en termes RSE. Parce que pendant toutes ces années où nous, on a désinvesti l'industrie, c'est resté un peu en jachère en France puisqu'il n'y avait plus d'industrie,
Eh bien, il y a des pays qui ont énormément avancé pendant ces années-là et qui ont parcouru des pas de géants. Bien sûr, non, ça j'imagine. Et et vous connaissez par exemple, ce que je sais, ça fait partie des grosses discussions, et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'impact carbone de certaines usines où dans certains pays on utilise encore les énergies fossiles, donc ça pollue plus que des énergies vertes comme on en utilise plus en Europe. Mais je sais, vous faites ce travail de connaître l'impact écologique de chacune de vos usines ou vos partenaires. Bon, j'imagine que c'est un travail énorme, mais je sais pas si c'est dans les tuyaux ou si... Oui, on a peu de fournisseurs. On a très, très, très peu de fournisseurs. Justement parce que on veut que les gens avec qui on travaille soient vraiment de confiance. On les audite et justement, on vérifie comment ils travaillent, que ce soit sur le plan écologique ou que ce soit sur le plan social. Mais effectivement... cette analyse du cycle vie du produit, parce que finalement on en revient un peu à notre histoire de calculer finalement l'impact de toute la chaîne, ça rejoint un peu nos sujets d'affichage environnemental, c'est vraiment des choses qui restent encore à améliorer et prouver parce que c'est très compliqué. Comme vous dites, il faut descendre dans même les bilans. C'est pas que chez nous être capable d'analyser exactement tout ce qu'on fait, les impacts, mais c'est également chez nos fournisseurs. Donc on est en lien très très proche avec eux. On a la chance d'avoir très peu de fournisseurs, donc ça facilite énormément les échanges. Enfin, il y a les gens avec qui on travaille, pour certains, c'est quasiment des amis, puisqu'on les connaît depuis 20 ans. Donc ça facilite énormément ce travail-là, et surtout, nous, on les accompagne aussi dans cette transformation, parce qu'on a une volonté très forte, nous, d'y aller. 3, clairement, sera le pilote, parce qu'on veut faire de cette usine une usine pilote vraiment à la pointe de ce qui se fait en termes de RSE et en termes d'industrie moderne, comme je vous décrivais tout à l'heure. Et nous, du coup, on veut leur donner ce modèle-là aussi pour les accompagner dans cette voie-là. Ok. Et d'ailleurs, à Troyes, vous avez une école de formation au métier de la confection, bonneterie, modélisme, parce que c'est vrai que quand on parle de relocalisation en France, on a perdu tellement de savoir-faire qu'il faut aussi retrouver ces savoir-faire-là si on veut pouvoir réindustrialiser la France d'un point de vue textile. Donc, c'est intéressant d'avoir créé cette école de formation. Comme je vous disais, les usines ont fermé les unes après les autres, les entreprises sont parties. Nous, notre savoir-faire, c'est le cœur de la différence petit bateau, le tricot emblématique petit bateau. Il fallait le sauver et faire perdurer ses savoir-faire. Et du coup, on a créé notre propre école de formation pour former à ces métiers de la bonnetterie, à ces métiers de la confection, et donner l'opportunité aussi à des gens. Alors, c'est notre pierre à l'édifice, c'est comment nous aussi on participe à maintenir l'emploi productif en France, donner l'opportunité à des gens de changer de métier et de découvrir ces beaux métiers du textile qui sont très peu connus finalement. Quand on parle de bonnetterie, personne ne sait de quoi on parle. Et du coup, on travaille main dans la main là-dessus avec Pôle emploi pour ouvrir cette formation à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent changer de voie. Et cette formation a vraiment un très, très beau succès, puisque aujourd'hui, grâce à ça, on a déjà créé 35 CDI suite à cette école de formation. Ah, c'est génial. Ouais, ça doit être chouette de se dire que on permet aussi de retrouver des savoir-faire qui avaient complètement disparu, ou en tout cas qui étaient sur le point de disparaître, parce que si on transmet pas ces savoir-faire, on va se retrouver un peu sur le tapis, quoi. Donc intéressant. Pour revenir à la durabilité, parce que effectivement c'est un gros sujet, la qualité, la durabilité de Petit Bateau, et c'est vraiment la marque, l'une des forces de la marque. Comment on mesure concrètement la durabilité d'un vêtement ? C'est tout un projet. Alors en fait, à la fois la durabilité, comme je vous disais, chez nous, ça a toujours été au cœur de la marque. Forcément, quand on fait des vêtements pour enfants, il faut que ça résiste aux bagarres, aux roulades, aux jeux, etc. Donc ça fait complètement du sens. Nos bodys iconiques, on veut qu'ils durent 5 vies, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est très important. Maintenant, on a plein de témoignages de clientes qui nous disent « Ah, mon t-shirt, je le mets depuis 20 ans » ou « Je mets les bodys qu'avait ma maman, etc. » Donc ça, c'est hyper touchant et ça montre que dans la vraie vie, cette qualité, cette durabilité, elle existe. Ok, mais ça, c'est pas quantifiable. Donc maintenant, il nous faut avoir changer de lunettes et se dire comment on arrive à la mesurer, cette durabilité. Concrètement, ça veut dire quoi dans un langage d'ingénieur ?
Donc en fait, c'est tout ce travail qu'on est en train de faire, de se dire, on a beaucoup interrogé nos clientes pour savoir, pour elles, ça voulait dire quoi la qualité, qu'est-ce qui était importante, et de se dire, un vêtement en bon état, ça veut dire quoi ? Donc on passe au crible, le boulochage, le vrillage, les couleurs, la réduction de taille, etc. Et de se dire, ok, on s'accorde quoi en fait de façon objective pour se dire mon vêtement il est encore en bon état quand et pour être capable de mesurer ça. Et après on les fait passer tous ces tests là, lavage après lavage, pour se dire ok c'est ok pas ok, et comme ça on peut toujours progresser, se dire là ça va pas, il faut remonter là-dessus, il faut qu'on travaille sur les coutures, sur je ne sais quoi. Ok, non mais j'imagine que c'est un travail pas évident de tester chaque produit. C'est un gros boulot, sur sa durabilité, ouais. Il y a un autre aspect aussi que je voulais évoquer quand on parle de durabilité et que les vêtements puissent tenir 5 vies. Il y a aussi un peu l'aspect réparation, peut-être. Je sais pas si ça fait partie d'un des gros enjeux, parce que c'est vrai que par exemple Patagonia est un peu championne sur ça, avec sa tournée de réparation qui invite ses clients et clientes à venir réparer les vêtements. Je sais pas si ça fait partie aussi des ambitions de Petit Bateau de proposer des services de réparation, si c'est déjà le cas. Oui, alors pour l'instant, on a effectivement ouvert un corner sur les Champs-Élysées avec une couturière qui est là tous les jours pour être à la disposition des clients et donc qui répare gratuitement les vêtements de nos clients. Mais effectivement, c'est un premier pas, mais on veut ouvrir tout un chantier sur la réparation parce qu'en fait, ça fait complètement du sens. C'est-à-dire que comme notre objectif, c'est d'allonger la durée de vie des vêtements, bien sûr, la seconde main est clé et présente, mais la réparation est aussi très importante. Alors, on avait déjà fait des tutos pour apprendre aux gens à repriser ou à réparer aussi, de façon rigolote un ciré, etc. ou comment upcycler ma marinière et je la transforme en autre chose. Donc ça, on avait déjà fait tous ces contenus, même si on veut vraiment développer d'autres parce qu'on trouve que c'est vraiment super important de transmettre ça. Et après, c'est de se dire au niveau de la marque, comment on industrialise finalement cette réparation, comment on la rend accessible au plus grand nombre, encore une fois. Et on est en train de travailler dessus avec mon équipe. Ok, génial. Bon, on va suivre ça. Alors, on a hâte de voir ça. Sur la seconde main, donc oui, c'est un gros volet, on l'a dit, chez Petit Bateau. Et dans une interview, vous avez dit Vinted a fait de la seconde main un business. Nous y sommes plutôt entrés par le prisme de la mission d'entreprise. L'aspect business viendra sans doute dans un deuxième temps. C'est-à-dire Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, sur la seconde main, entre nous, c'est très compliqué de rentabiliser quelque chose comme ça. Parce que quand on peut pas gagner sa vie sur des vêtements qu'on va vendre 2-3 euros. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'on rentre, nous, par la mission d'entreprise, parce que ça nous semble essentiel. Pour moi, la seconde main, c'est un peu comme le digital d'il y a quelques années. C'est la révolution, en fait. C'est le changement de modèle. Donc on sait pas vraiment où on va, mais on sait que c'est la bonne voie. Et on sait qu'on veut faire partie de ce mouvement-là parce que ça va nous emmener vers des modèles plus vertueux, plus responsables, et c'est ce qu'on veut faire. Donc, on y est. On ne sait pas si un jour on pourra rentabiliser ça d'une façon ou d'une autre. Il faudra bien qu'on trouve une solution parce qu'il faut que Petit Bateau, l'entreprise, puisse continuer à vivre pour que tous nos collaborateurs puissent continuer à vivre. Mais en tout cas, on veut faire partie de ce mouvement-là parce que ça nous semble être clé dans la mode de demain. On ne sait pas encore vraiment à quoi ça ressemblera, mais on veut en faire partie. Ok, oui, c'est vrai que c'est encore un peu mystérieux. Enfin, en tout cas, pour une marque qui vend du neuf, d'intégrer ce système de seconde main, ça doit être toujours un peu énigmatique. Il y a 2 autres aspects dans la mode éco-responsable que je voulais évoquer et que je voulais voir avec vous sous le prisme de Petit Bateau. La première, c'est l'inclusivité et la diversité. Surtout quand on est une marque pour enfants, on a un peu cette responsabilité de ne pas genrer ou en tout cas d'essayer au maximum d'être inclusif. Vous avez, votre ligne pour bébé est mixte. J'ai vu sur le site internet. Et donc je me demandais dans quelle mesure une marque pour enfants, une marque comme Petit Bateau, doit jouer son rôle dans la lutte contre les stéréotypes de genre. Alors Petit Bateau, en fait, on est une marque qui a bientôt 130 ans. Donc, vous voyez, et pour autant, on est une marque qui a toujours su rester ancrée dans la modernité de son époque. Donc ça, c'est un vrai challenge, parce qu'on veut être à la fois une marque qui dure,
mais on veut pas être une marque ringarde ou une marque dépassée. Donc du coup, ça veut dire quoi ça ? Pour réussir à faire ça, il faut à la fois rester fidèle à ses valeurs, à qui on est, à ce en quoi on croit, et en même temps être à l'écoute de l'évolution de la société. Et clairement, là, c'est ça. C'est savoir intégrer ce qui se passe dans la société. La question de la mixité est vraiment au cœur aujourd'hui de ce qui anime nos clients, les parents. Ils se posent beaucoup de questions là-dessus. Et l'exemple de la ligne mixte bébé, c'en est le parfait exemple. C'est-à-dire comment on s'adapte, on comprend ce qui se passe dans notre société et on se modernise. On est à la fois... moi, je dis souvent, Petit Bateau, c'est une grand-mère sur un skateboard. Et c'est un peu ça. Il faut rester la grand-mère sur le skateboard. Et voilà. Et je trouve qu'on y arrive plutôt bien. Et en plus, pour nous, le fait d'avoir des vêtements mixtes, ça a un intérêt qui dépasse en plus celui de l'égalité filles-garçons. Parce qu'en fait, un vêtement mixte, c'est un vêtement qui va beaucoup plus facilement se transmettre. Bah oui, parce que dans une famille, on n'a pas que des filles ou des garçons. Alors, il y en a qui ont que des filles ou des garçons, mais il y a des fratries mixtes. Et en fait, si on a des vêtements mixtes, on va avoir beaucoup plus de facilité à transmettre ce vêtement du grand frère à la petite sœur, etc. Et du coup, ça va faciliter aussi la vie, aider les parents à allonger la durée de vie de leurs vêtements parce que les vêtements seront moins genrés. Donc, du coup, on y voit, nous, deux intérêts, c'est à la fois effectivement suivre cette évolution de la société qui nous semble clé et vivre avec notre temps, et en même temps aider encore une fois à ce que les vêtements soient transmis plus facilement et qu'ils ne finissent pas à la poubelle. Bien sûr, et il y a la question de la diversité aussi qui est hyper importante. Je ne sais pas comment vous l'appréhendez vous chez Petit Bateau. En fait, on veut être le reflet du monde dans lequel on vit. Voilà. Donc c'est tout simple, parce qu'on a souvent des grands débats. Vous savez, c'est pas facile parce que nous, on essaye de montrer tous les enfants tels qu'ils sont, très naturels. Des fois, on est confronté à des réactions sur les réseaux sociaux qui sont très très compliquées. Ouais. Donc c'est pas encore intégré dans toutes les têtes, sachons-le. Mais nous, c'est vraiment ça la guideline qu'on s'est donnée, c'est on veut être une marque qui est inclusive et qui va représenter tous les enfants, quels qu'ils soient. Et dans leur naturel. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de donner à voir, en tout cas, dans les communications qui vont être les nôtres. Ok. Et alors, la deuxième question, c'est peut-être la question la plus touchy quand on parle de mode éco-responsable, c'est la question des quantités de vêtements produits, de vêtements vendus. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Comment Petit Bateau, quelle est votre ligne de conduite ? Est-ce que vous envisagez de diminuer les quantités de produits que vous fabriquez, que vous vendez ? Parce qu'on dit souvent qu'elle est là, la solution aussi, c'est de moins produire pour mieux consommer, moins polluer. Oui, alors vous avez raison, c'est un sujet qui est vraiment clé. Alors pour le coup, ce sujet, on a déjà beaucoup travaillé dessus. Alors, les stocks, ça provient d'où ? Pourquoi il y a des problèmes de stock dans la mode ? Bon, déjà, le premier point, c'est l'aspect mode d'une collection. Donc en fait, plus vous faites des vêtements très mode, plus ils ne pourront pas être commercialisés sur la saison d'après, et donc vous allez générer des surstocks chaque saison. Donc ça dure, et encore c'est tous les 6 mois, ça c'est pour les marques un peu normales, mais il y en a d'autres qui font des collections encore plus courtes. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel nous on a beaucoup travaillé, le côté intemporel de nos collections. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos collections, on a déjà, en 2021, là on a déjà 67% des produits qui sont intemporels, c'est-à-dire qui sont des iconiques, qui ne bougent pas. Donc déjà, ceux-là, on n'a pas de problème, ils peuvent passer d'une saison à l'autre, il n'y a pas de surstock sur tous ces produits-là. Une fois qu'on s'est dit ça, il reste les autres. Donc les autres, on travaille de plus en plus. En fait, avant, les entreprises textiles, elles achetaient en amont, donc elles faisaient des paris sur l'avenir, et puis après, elles essayaient de vendre ce qu'elles avaient produit. Donc là, on essaye d'inverser la tendance, c'est-à-dire que bien sûr, on va continuer à produire une partie en amont, mais beaucoup moins. Et en fait, on essaye de reproduire en cours de saison. Donc au lieu d'essayer de vendre ce qu'on a produit, on produit ce qui se vend. Et du coup, là déjà sur la saison hiver 21, qui est la nôtre en ce moment, on arrive à faire 25% de la production comme ça. Donc, ce qui réduit énormément nos surstocks. En fait, on a énormément réduit nos stocks et nos surstocks d'ailleurs. Et du coup, avec toutes ces actions-là, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus vertueux d'un point de vue stock. Ok. Mais ça, c'est sur la partie stock, mais sur la partie
production, alors c'est peut-être moins vendre, mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir même les gens vont devoir moins consommer, donc les marques vont devoir moins produire et moins vendre, sans parler de pas de stock, mais est-ce que vous envisageriez de moins vendre? Ou de diminuer vos collections ou de diminuer le nombre de produits que vous allez mettre en vente? En fait, on est déjà en train de diminuer le nombre de références qu'on fait par collection. Effectivement, on est dans une logique de valorisation du produit. En fait, ce que je vous ai décrit un peu dans les années 90 où finalement le vêtement s'est banalisé, on en achète plein, on les jette et on s'en fiche. Ouais. Voilà, on veut revenir sur quelque chose où chaque vêtement a une valeur. Chaque vêtement a une qualité et on veut le garder ou le transmettre. Donc, c'est un véritable investissement. Et donc, c'est ce sur quoi on travaille. Donc, on est en train de travailler sur la réduction de nos nombres de références et la valorisation, du coup, de chacune de ces références. Okay. Mieux parler du produit, mieux expliquer pourquoi, comment il a été fait, les matières d'exception qui sont utilisées et pourquoi on a choisi ça. Toute cette démarche de valoriser le produit. Donc, acheter moins, mais acheter mieux, c'est exactement ça. Ouais. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est ne pas se perdre. Bon, déjà, on a très peu de références par rapport à des marques comme Zara ou H&M. Bien ou sûr, d'autres qu'on ne cite c'est pas. Clair que... On est déjà sur des collections beaucoup plus courtes, sachant que, comme je vous l'ai dit, il y a toute une partie qui sont de toute façon des produits iconiques qui ne bougent pas. Mais même sur cette partie qui change, l'idée, c'est vraiment de diminuer les références et à chaque fois de se dire, OK, est-ce que cette référence-là, elle fait du sens ? Est-ce que vraiment on en a besoin ou est-ce que c'est... Voilà. Et on trie comme ça, ce qui n'est pas facile. Hein, mais non, ce qui n'est pas évident. Et j'imagine, pour n'importe quelle marque, le but, c'est aussi de faire vivre tous les gens qui travaillent pour la marque et tout. Mais il y a ce côté où on va être obligé de moins consommer. Et on le disait tout à l'heure, les consommatrices et les consommateurs ne peuvent pas porter tout le poids de cette transition. Donc, il faut aussi que les marques vendent moins. Donc c'est un équilibre qui est pas simple à trouver, quoi. Et alors sur les quelques questions de fin qui sont un tout petit peu plus personnelles, parce que j'aime bien connaître un petit peu mieux la personne que j'ai en face de moi. Donc vous avez rejoint le Petit Bateau il y a 5 ans. C'est, je crois, votre première expérience dans la mode, le textile. À quel moment vous avez pris conscience des dérives de l'industrie textile ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas besoin de travailler dans l'industrie textile pour s'apercevoir des dérives de l'industrie textile. Mais pour vous raconter un peu mon cheminement, en fait, au final, si on repart plus loin, quand j'ai commencé tout juste à travailler, donc je suis sortie d'école et je me suis dit, OK, t'es sortie d'école, tu vas travailler, tu vas passer tout ton temps, ton énergie au service de quelqu'un. Pour qui tu veux travailler ? Donc, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises, on parle beaucoup de leurs engagements, on parle beaucoup de leurs valeurs, mais il y a de ça de plus de 15 ans, c'était beaucoup moins le cas. Et du coup, j'ai déjà fait un choix en intégrant le groupe Rocher, pas par hasard. Parce que déjà, je me suis dit, bon, si je veux travailler, c'est d'abord pour une entreprise française, quitte à mettre toute mon énergie, mon temps, mon intelligence au service de quelqu'un, je veux que ce soit pour une entreprise française. Et deuxièmement, c'était une des rares entreprises qui, à l'époque, parlait déjà de sa mission de maintenir des emplois en France et notamment en Bretagne. Monsieur Yves Rocher avait développé toute cette marque pour développer la Bretagne. Je suis bretonne moi-même. Et notamment la Gacilly, où plein de gens encore aujourd'hui vivent de l'entreprise. Il faut savoir que la Bretagne, c'était très enclavé et pas très développé économiquement à l'époque, dans les années 70, donc c'était vraiment une mission. Et donc, je m'étais dit, voilà, quitte à travailler pour quelqu'un, j'ai envie de travailler pour un groupe qui va s'engager pour des vraies causes et participer positivement à la société. Ensuite, c'était vraiment un choix pour moi de rejoindre Petit Bateau. Donc, j'ai la chance que cette marque fasse partie du groupe. Et j'avais vraiment envie de travailler dans l'industrie textile. Bon, déjà, j'adore cette marque parce qu'elle est incroyable. Et ses valeurs, justement, me parlaient beaucoup. Mais j'avais aussi le sentiment
que l'industrie textile était justement à un tournant de sa vie et qu'on pouvait faire bouger les choses et que ça allait être beaucoup plus facile de l'intérieur. Et c'est vraiment ce choix-là que j'ai fait, de me dire la meilleure place aujourd'hui, c'est à l'intérieur des entreprises pour vraiment prendre des décisions et des actions qui ont un impact fort. Si on veut faire bouger les choses, parce que souvent, on peut se dire, oui, les entreprises, elles font pas bien leur boulot, etc. Mais finalement, la meilleure façon de faire changer les choses, c'est d'y travailler et de véhiculer toutes les valeurs qui sont les nôtres, de mener ces projets RSE, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de venir travailler chez Petit Bateau. J'ai assisté, comme tout le monde, à la dérive de la fast fashion. Enfin voilà, on a tous vécu ça. Malheureusement, de l'extérieur, même si on ne travaillait pas dans l'industrie textile, c'était très visible de l'extérieur. Bah bien sûr, oui, évidemment. Et comment votre rapport du coup à la mode ou à l'industrie textile a évolué, puisque maintenant ça fait 5 ans que vous travaillez chez Petit Bateau, donc entre le moment où vous avez commencé à travailler pour la marque et aujourd'hui, comment votre rapport à cette industrie, à la mode a évolué ? J'ai appris beaucoup de choses déjà. J'ai appris beaucoup de choses de l'intérieur. Enfin, c'est passionnant. Moi, j'adore. En plus, un de mes moteurs dans la vie, ça a toujours été l'apprentissage. Donc, je suis gâtée entre toute la partie industrie textile et en plus mes métiers, le digital. Enfin, c'est des métiers qui bougent tout le temps. Alors, moi, j'ai toujours eu un rapport très serein à la mode, c'est-à-dire des beaux basiques, des intemporels. Du coup, je me retrouvais très facilement dans les valeurs Petit Bateau parce que c'était complètement ça. C'est-à-dire, on en a parlé juste avant, mais acheter moins, mais acheter mieux, c'était complètement moi. Je cherchais des belles pièces. J'étais prête à payer pour la qualité. Après, comme beaucoup de gens, je me suis retrouvée confrontée j'ai vu l'appauvrissement de la qualité des vêtements année après année. Par exemple, j'adore les pulls. Bon, je ne savais plus où acheter un pull de qualité qui tienne dans le temps. Et même un pull avec un prix élevé. C'est-à-dire que le prix n'était plus une boussole. On ne pouvait pas se référer à ça. En fait, ça ne voulait pas dire que le pull allait durer dans le temps. Et malheureusement, encore aujourd'hui, je me pose des questions existentielles quand je dois aller m'acheter un vêtement où je me dis, OK, je veux quelque chose de qualité et éco-responsable. Je vais où ? Je vais dans quelle marque ? Et c'est vraiment un enfer. Et demain, j'aimerais vraiment que des gens qui se posent la même question que moi se disent « Ok, j'ai besoin d'un vêtement de qualité éco-responsable. Petit Bateau, je suis sûre, c'est la solution, je leur fais confiance, c'est OK. » Un peu la référence de Veja dans les chaussures, en fait. On se dit, donc voilà, donc ça n'a pas vraiment changé mon rapport à la mode parce que finalement, j'avais une approche qui était très proche de celle de Petit Bateau, mais du coup, c'était assez simple pour moi. C'est juste que vous avez mieux compris l'envers du décor. Par contre, j'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses, c'est passionnant. Ouais, j'imagine. Et alors, la dernière question rituelle que je pose à toutes mes invitées en fin d'épisode, avez-vous des modèles dans la vie ? Alors moi, j'ai jamais été quelqu'un qui idolâtrait beaucoup les autres. Par exemple, quand j'étais ado, j'ai jamais été fan de telle ou telle star ou telle chanteuse avec les posters collés dans ma chambre et le look qu'elle est avec. Donc ça, c'est pas trop moi. Je suis plutôt quelqu'un d'assez curieux. Comme je vous ai dit, j'adore apprendre. Donc en fait, je vais m'intéresser à beaucoup de sujets, écouter les opinions aussi diverses pour me forger ma propre opinion. Je dirais que si je devais donner un modèle, ça serait ma maman. Parce que elle s'est beaucoup battue pour monter toutes les marches des entreprises à une époque où, en tant que femme, et en plus pas avec des grands diplômes en poche, il fallait vraiment se battre. Et elle m'a énormément poussée à faire des études, justement, pour être épanouie à la fois dans mon métier, dans ma vie, mais aussi gagner mon indépendance financière. Et quand je dis ça aujourd'hui, ça paraît un peu rigolo et un peu... mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose qui était acquis pour les femmes. Donc du coup, ça fait que aussi bien moi, aussi bien ma sœur qui est contrôleur aérien, on est dans des métiers où on a notre indépendance financière. Et j'avoue que toute cette génération de femmes, elles se sont vraiment battues, elles ont ouvert la voie pour nous aujourd'hui
il pourrait être là dans les positions dans lesquelles on peut occuper dans les entreprises, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et je leur suis très reconnaissante de tout ce qu'elles ont fait, et notamment ma maman. Sur ce C'est un très beau modèle. Et pour continuer à ouvrir la voie aux prochaines générations pour faire encore mieux, quoi. C'est ça, Génial. exactement. Et merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci à Hélène d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.